Donc bonjour, bienvenue au Festival Histoire et Cité. Henri et Navière qui vont vous donner cette conférence sur Pet Influenceur. Je rappelle que vous avez une programmation du festival qui est disponible sur nos réseaux, notamment Instagram, et vous pouvez aussi récupérer en bas les programmes. Je vous laisse avec l'événement. Écoutez bien. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci beaucoup là pour cette présentation. Javier Fernandez Contreras. Merci au festival de nous accueillir dans cette salle. Mon rôle aujourd'hui sera de présenter Javier, de modérer la discussion qui s'en suivra. Poser aussi, dans un second moment, la discussion au public. Les questions seront les bienvenues. Des questions, c'est bref, c'est bref pour vraiment le piège. Et donc, j'ai l'immense plaisir de participer aujourd'hui en tant que modérateur et de vous présenter Javier Fernandez Contreras, qui est un architecte, théoricien de l'architecture et directeur du département de design, d'espace, architecture d'intérieur à la Haute École d'Art et de Design à Genève. Mon travail explore particulièrement la relation entre l'architecture, la représentation et les médias, avec un intérêt particulier pour le rôle des intérieurs dans la construction de la contemporanéité. Contreras dirige plusieurs programmes de bachelor, master et recherche, dont le master en architecture d'intérieur de la HED et également Scène de nuit, qui est une plateforme de recherche qui étudie les liens entre la nuit et l'architecture. Javier Fernandez Contreras porte également un intérêt marqué à la question animale, notamment dans ce contexte d'architecture d'intérieur et de produits domestiques. Toute sa recherche actuelle, qu'il va nous présenter dès maintenant, sur la question des pet influencers, portraits d'animaux, domesticité et réseaux sociaux. Javier, tu me réjouis d'être avec toi et je te laisse la parole. Merci Henri. Bonjour tout le monde. Merci Henri, le festival pour l'invitation que j'ai acceptée avec un plaisir. Félicitations tout d'abord aussi à l'équipe du festival pour le forum que vous avez mis en place, qui est absolument passionnant. Et par rapport à l'action qui nous occupe aujourd'hui, je me suis un petit aperçu des cadres et de la recherche dans lesquels ça s'intéresse. Donc, dans le cadre de mes activités de recherche, je viens de définir un programme assez ambitieux sur la relation entre l'architecture, l'espace intérieur et les réseaux sociaux. Et là, il y a un livre qui sera publié l'année prochaine sur cette question. Il y a des essais et des études spécifiques par plateforme, des intérieurs Instagram, etc. Mais il y a aussi des questions thématiques qui traversent l'ensemble des plateformes et des réseaux sociaux. Ça, c'est typiquement les animaux et les réseaux sociaux. Typiquement, il y a aussi des questions de design humanitaire, l'espace d'intimité, etc. Les jeux vidéo et les réseaux sociaux, etc. Ça participe d'une recherche longue et approfondie sur la relation entre espace, médias d'espace et réseaux sociaux. La présentation qui nous occupe aujourd'hui, Pet Influencers, portrait animal, la domesticité et les réseaux sociaux, porte spécifiquement sur une question parfois méconnue. Donc, à mon avis, on est encore dans une phase d'identification d'un phénomène assez récent. Bon, c'est normal parce que les réseaux sociaux sont aussi un phénomène technologique, sociétal et culturel assez récent. Mais je vous apporte cette définition de la question qui nous comporte. C'est un pet influenceur et un animal domestique qui possède une grande audience sur les réseaux sociaux, dont le ou la propriétaire crée du contenu engageant avec des photos et vidéos, souvent aboutissant à un modèle économique construit autour de l'animal. Donc, comme s'il s'agissait d'une équation classique, il y a ces 4 facteurs qui définissent les phénomènes. C'est un animal domestique, les réseaux sociaux, un humain propriétaire, ce sont des animaux qui sont possédés par des êtres humains, et il y a un modèle économique construit autour de ces animaux. Donc, évidemment, la question du portrait animal traverse l'histoire de l'humanité. C'est connu, l'origine de l'art, qu'on la comprend encore aujourd'hui, c'est lié à la première peinture rupestre sur les caves, etc. La cognition humaine s'est toujours développée en parallèle à l'histoire et l'évolution de l'art, et plus particulièrement avec la représentation de l'animal et de l'animalité. Et dans un certain moment de l'histoire de l'art, on commence à voir
dans notre sujet de notre conférence, mais on commence à voir les animaux qui nous regardent, qui regardent les publics vers les jeux. Ce n'est pas seulement une question de représentation, disons classique en profil ou anatomique, mais c'est vraiment j'appellerais la construction d'une empathie médiatisée en base par la représentation, dans laquelle on commence à voir des animaux, et plus particulièrement des animaux de compagnie, domestiques, qui commencent à regarder le public vers les jeux. Ça, évidemment, dans ces morceaux d'un tableau archi connu, qui est pour à l'infini, en fait, c'est pour regarder les tableaux dans son ensemble. Les seuls êtres vivants qui regardaient vers les jeux, c'est les chiens. La couple ne se regardait pas, entre autres. La couple ne regardait pas vers le fond, mais par contre, les chiens nous regardent, nous interpellent. On verra ça aussi chez Velázquez, chez Leonardo da Vinci, chez Proconis Bandisola, etc. Et ça traverse toute l'histoire de la modernité, ça traverse le 19e avec la photographie, la publicité, ça arrive jusqu'au cinéma, jeux vidéo et les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on passe de ça à ça? Évidemment, là, on fait un saut temporel assez colossal, 5 siècles, mais par contre, les phénomènes sont liés parce que tout ça appartient à l'histoire du groupe animal, l'histoire de la mise en image de l'animal. Dans l'histoire des pet influencers, il y a aussi, on va dire, même déjà une évolution de phénomène. Ce n'est pas un phénomène qui a été statique, c'est un phénomène qui a évolué en parallèle à l'évolution des réseaux sociaux. Donc, vous connaissez un peu les réseaux sociaux, donc, voir LinkedIn, ensuite Facebook, ensuite Instagram, TikTok, etc. Donc, voilà, aujourd'hui, on compte milliards d'applications sur les réseaux sociaux, mais c'est un phénomène qui a à peu près 20-25 ans d'histoire. Dans le cadre de cette évolution, on voit un des premiers pet influencers, c'était Woody Ambou, qui était un phénomène très, très lié à Facebook. On voit vraiment que même dans l'archéologie, la historiographie de ces phénomènes, la première étape d'influence des animaux dans les réseaux sociaux est très liée à Facebook. Ensuite, on verra Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, etc. Donc, il s'agit de deux chiens poméraniens, mâles. Woody était né en 2003 ou en 2006, et toute la communication était construite autour du fait que Woody était le meilleur ami de Donc, ça, c'était Boo, le bois. C'est un chien qui a vraiment cartonné à l'époque Facebook, qui était perçu comme un animal adorable, selon les mots des personnes qui réagissaient par rapport à ces images en ligne, et qui avait été, dont son profil avait été créé par Irène Anne, qui était resté à l'anonymat dès le début, mais ensuite a été découvert qui c'était. Irène Anne, c'était un ancien employé de Facebook, qui a quitté Facebook et elle a créé sur Facebook un profil de chien et de manière un peu surprenante. Elle n'était pas une connaissance technique assez précise des algorithmes de la plateforme. Le profil de Boo était vraiment en haut des suggestions très souvent. C'est un chien qui a eu des millions de followers très rapidement. C'est la combinaison d'une expertise technique avec aussi des reposts ou des repartages d'images par le Kardashian. Vous voyez, c'est un modèle presque des merchandising assez classiques. Donc, ce sont des influenceurs humains qui sont un peu à côté d'une expertise technique. Ça permet vraiment de positionner les produits, c'est-à-dire l'image du chien, très rapidement dans les réseaux sociaux. À l'époque, quand Boo avait commencé à avoir tous les followers, Iranian avait publié ce livre en 2011, Boo the World's Cutest Dog. C'est un livre que vous pouvez encore acheter encore aujourd'hui en ligne. C'est un livre qui a vendu des millions d'exemplaires. On commence à voir comment l'image de l'animal est utilisée pour créer un produit de la même manière qu'on le fait avec les influenceurs humains, un produit qui est vraiment vendu, commercialisé, etc. Évidemment, il faut comprendre les phénomènes de pet influencers comme un phénomène qui appartient à l'économie du marché, qui appartient à la production d'une marchandise qui peut être vendue. Donc, on verra très rapidement dès le début des phénomènes de ce qu'on appelle les amis ou la famille des animaux, qui sont des animaux qui sont à côté de l'animal principal, ce qui permet un passage de célébrité d'un animal à l'autre, au cas où l'animal meurt ou l'animal disparaît, ce qui permet de diversifier les produits. On voit vraiment des stratégies classiques du capitalisme et du marketing. Donc, un portrait principal, une équipe autour de ça. C'est le même modèle qu'on voit dans le football, dans les sports, etc. Comment monétiser tous les acteurs, actrices, actrices d'un modèle économique. Dans le cas de Boo,
voyez, Woody en bout, c'était vraiment le profil principal, et à côté de ça, on avait les amis ou la famille de Blueberry, Ben, Sunny. À l'époque, Instagram, à l'époque de l'origine, Instagram n'existait pas encore, Facebook a été en 2004, TikTok n'existait pas encore, donc on voit vraiment un profil des animaux de compagnie qui était vraiment très simple sur Facebook, Instagram, encore plus tardivement, et plus tardivement Pinterest avec des arbres. Nous, évidemment, en gestion antérieure, à la aide avec mes étudiants, on essaie de comprendre le rôle de l'espace dans la construction de ces scénarios. Pourquoi est-ce que nous parlons des animaux de compagnie en architecture intérieure ou pour le monde des animaux de compagnie et des ressources sociales? Évidemment, parce que l'architecture intérieure n'est pas neutre par rapport à ces phénomènes. C'est-à-dire la domestication des animaux se passe dans des intérieurs. Pour domestiquer un animal, il faut les confiner, il faut les sortir à l'origine historique d'un écosystème naturel. Il faut vraiment les isoler, surveiller, les domestiquer. Ça se passe, c'est pas mal. L'étymologie du mot est très très liée. Ça très souvent dans des espaces aussi dans l'architecture d'ailleurs, dans la construction de ces systèmes d'asymétrie de pouvoir et au centre du phénomène et du coup concerné. Donc nous essayons de comprendre les rôles de l'espace dans la construction de ces phénomènes. Avec les étudiants, on essaie de comprendre où est-ce que les animaux sont représentés, où est-ce qu'il y a la prise de portrait, quels sont les espaces qu'on voit, quels sont les espaces qu'on ne voit pas, et on essaie de comprendre pourquoi. Il y a très peu, presque jamais de photographies nocturnes, donc on voit que les jours aperçus comme un espace de sécurité, d'empathie, dans la nuit garde cette dimension obscure de manière littérale. On voit par exemple la salle de bain, etc. On voit très souvent la chambre à coucher, la cuisine, l'espace de living, etc. Très souvent beaucoup de tissus, qui permet à l'animal de se coucher sur la surface. Ici, on voit en gris les espaces où on peut voir en bout. Cette analyse réalisée à l'époque par Manon Noël. Et je vous invite très vivement, je vous invite à voir s'il y a quelqu'un qui voudrait me dire ce que vous voyez dans cette image. C'est un poupon à droite? C'est un vrai bébé? Ça, c'est un bébé, ouais. Ah, c'est un vrai bébé. Ça, c'est Bou en Boudi. Ça, c'est un peluche qui prend l'image de Bou. Y a-t-il d'autres remarques? Ils sont tous à table, ils sont tous sur un pied d'égalité à table, en train de manger ensemble. Il y a une démarche d'humanisation. Les animaux, ils sont décrits comme des êtres humains contre des activités humaines. Oui, certainement. Tout ça est juste. Je voudrais aussi simplement ajouter une remarque qui est complémentaire à mon avis et qui est aussi ma perception. Et le fait qu'on voit deux animaux qui sont à côté d'une peluche qui prend l'image d'un animal. Ces peluches viennent de la ligne, donc c'est un produit commercial, c'est-à-dire une monétisation de l'animal par l'utilisation de son image. Et dans une scène domestique apparemment neutre, il y a un enfant qui est à côté des animaux, mais qui est à côté pour produire un phénomène économique de vente en ligne d'un produit et de l'image des animaux. Donc, c'est un enfant qui travaille. Donc, ça, à ma connaissance, d'un point de vue de la loi, en tout cas dans le monde occidental, c'est illégal. Et c'est l'enfant qui est mis à travailler au service d'un modèle économique. Ce sont des animaux pour un modèle économique dans un scénario domestique apparemment neutre. Évidemment, ça soulève beaucoup d'initiatives. Et à nouveau, je souligne l'architecture intérieure comme pratique concernée par cette. Bon, ça nous détend dans les détails spécifiques de Woody en bout. On est encore dans l'archéologie du phénomène des pet influences. Donc, on voit des portraits assez basiques, qui ne sont pas très édités, des prises de vue basiques et des mises en ligne de l'animal. Très souvent, la plupart des photos sont dans des espaces intérieurs, toujours des jours, on va les voir de manière courante. Très rapidement, un autre profil un peu plus tardif dans Pet Influences, c'est un autre pomérinien qui était né en 2010. Plus tardivement, donc on voyait vous 2013, 2003, Gipon 2010. Il est devenu célèbre parce qu'il détenait à l'époque d'un record Guinness
il pouvait marcher à deux pattes, de manière verticale, de manière anthropomorphisée, et il pouvait marcher aussi à l'inverse, sur les deux pattes de devant, de manière verticale. Et il a gagné le record Guinness, et c'est grâce à ça qu'il est devenu célébrité mondiale. Et c'est grâce à ça qu'il est devenu une star qui était souvent représentée à côté des stars humaines. Donc, on l'a vu dans les vidéos d'approche de 2013. On l'a vu à côté des célébrités humaines très souvent. Il se mettait à faire son geste, donc on ne sait pas si c'est l'animal qui est anthropomorphisé ou si c'est l'humain qui est animalisé ou chiénanisé ou peut-être influencé. Mais en tout cas, à nouveau, c'est vraiment un phénomène très classique d'économie capitaliste de vente, de mettre une personne qui a le statut d'une célébrité à côté d'une personne d'un être vivant qui ne l'a pas encore. C'est ça qui permet de faire monter le statut et la célébrité de l'être conscient. Bon, là, on commence à voir qu'il évolue un peu par rapport à ce qu'on a vu avec Woody and Boo, parce qu'on voit que l'animal est habillé. Woody and Boo, c'était normalement à poil. Là, on commence à voir l'animal qui est habillé, mais ce qui est très intéressant, c'est que toute la marchandise de l'animal est vraiment construite de manière très proche à la photographie du vrai animal. Presque un copier-coller. On peut trouver l'économie en ligne aussi permet de vendre n'importe où, n'importe comment, n'importe quel produit. On voit comment l'animal est réifié. L'animal devient une chose, devient un produit qui est complètement vendeur. Avec les étudiants, on essaye aussi, avec cette analyse qui était faite par Benjamin, Yao et Carla, on essaie de comprendre quels sont les espaces domestiques qu'on voit, à nouveau, quels sont les espaces qu'on ne voit pas. Parfois, les étudiants font aussi des dessins. Je vous donne aussi des cadres, ça c'est l'exercice d'une semaine. Pas un exercice. Chaque semaine, on regarde du contenu différent en ligne. Ça, c'est simplement l'exercice. C'est un tout petit exercice. Et voilà, on voit que dans les cas des Jeepon, on ne voit pas beaucoup de pièces. Par contre, on voit toujours beaucoup d'espaces un peu en dessous, etc. Pour pouvoir mettre la condition de l'animal habillé en relation avec la présence des duvets, des matelas, des coussins. Des photographies diurnes, etc. Mais on est encore dans l'époque Facebook, c'est déjà, surtout, on commence à voir des vidéos. Alors, aussi, il y a des vidéos, mais c'est encore vraiment la grande époque encore de la. Un grand picard, change de technique d'animal domestique. Talar Sos, né en 2012, un chat qui avait un problème avait une condition d'énanisme. C'est ça aussi qui a permis voilà, de les mettre d'une manière très, très cadrée à l'intérieur de l'écran, et qui avait aussi une possibilité de s'ouvrir. En fait. C'était un chat comme sous Disney Nandi, qui était assez grand. Et c'est ça aussi qui a voilà, cartonné dans les réseaux sociaux et qui a soulevé l'intérêt de beaucoup de gens. À nouveau, bon, tout un modèle économique de publication, de marchandises, de produits construits autour de l'animal. On commence à avoir, par rapport à Woody and Boo, aussi une spécificité, c'est-à-dire Woody and Boo, des animaux dont des images étaient mises en ligne, vous pouvez acheter des produits, un catalogue limité à l'époque, un livre, mais les animaux étaient toujours à l'intérieur de la maison, les célébrités étaient construites à l'intérieur de la maison. Par contre, dans cette nouvelle étape, ou deuxième étape des phénomènes du petit princesse, on voit que les animaux commencent à avoir un agenda public. Ils sont invités aux animaux publics. Donc, typiquement, ici, on voit le Grand Picard et à la comédie musicale Cats en 2016. Il reçoit le Lifetime Achievement Award où il a aussi un statut de cire au musée de Marantou. Bon, quelques chiffres qui sont déjà datés un peu, ce sont des chiffres de 2004, plus de 7 millions de followers sur Facebook, plus de 2,5 millions sur Instagram, plus de 1,5 pour Twitter ou X aujourd'hui, plus de 200 000 followers sur Facebook. À nouveau, on essaie de comprendre où est-ce qu'on voit la personne. Les étudiants ont imaginé qu'au-delà d'un espace domestique à part neutre,
doit avoir aussi un espace de studio, de prise de vue photographique pro, parce que les images sont, sauf ces images qui sont apparemment spontanées, qui sont complètement spontanées, dans lesquelles on voit les chats dormir, se promener, 99% des images sont toujours très éditées, très cadrées, très symétriques, l'animal presque toujours édité. Souvent, on ne voit pas à l'intérieur, on ne voit que des fonds qui ont été faits pour la mise en scène de l'animal. Donc, on reconnaît de manière très sporadique l'intérieur domestique. Donc, on sait que ça se passe dans les intérieurs, mais on voit aussi à quel point on commence à parfois cacher l'image de l'espace où ça se passe. À nouveau, en présence de l'espace intérieur, on estime toujours des prix de jour. Et aussi, on commence à voir un autre phénomène qui est assez intéressant, qui est ce qui se passe après la mort de l'animal. Donc, l'implicat était mort en 2019, si je ne me trompe pas, et un couple d'épitaphes des descendants qui étaient annoncés sur Instagram, en ligne avec un portrait, et sous le slogan Some days are grumpier than others, c'est-à-dire que les gestes sont sa vie, sa mémoire, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui détiennent de la propriété de son image, qui étaient les propriétaires du chat pendant sa vie, continuent à posséder des images et des implications a posteriori. Ce qui permet encore de générer des recettes économiques. Pas seulement l'utilisation de l'animal pendant son temps de vie, c'est aussi l'utilisation de son image après la mort pour continuer à monétiser son image. Nalakat, notre chat femelle, qui a aussi une spécificité ici, c'est ça qui a permis de construire son statut de célébrité. C'est un chat qui a un léger strabisme convergent, il y a toujours ce type d'expression, et apparemment ça a attiré l'attention de beaucoup de personnes en ligne, les followers, qui trouvaient ça absolument adorable, cute, j'imagine. Le type de glossaire terminologique qui est mobilisé. Pour vous donner aussi quelques chiffres à propos du phénomène, les deux propriétaires de Nalakat se sont achetés une maison en Californie où le chat habite et où le chat est enregistré. L'image du chat est toujours produite et contrôlée depuis l'intérieur de cette maison. Nalakat, on estime, ce sont toujours des chiffres qui sont des estimations, mais bon, on économie on estime que Nalakat, c'est un animal qui a généré une fortune de 100 millions de dollars. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un modèle, pas seulement économique, mais un modèle de vie qui est construit autour de l'animal. Aussi quelques records Guinness. Donc, les chats les plus suivis en Instagram. C'est spécifique par l'animal vu, c'est les chats les plus suivis sur Instagram. Et ça a permis à Nalakat d'avoir ces records Guinness. Beaucoup de marchandises autour de ça, évidemment. Aussi des partenariats. Des partenariats. Le coût de faire un seul post Instagram sponsorisé sur le profil de Nalakat à $15,000. Et évidemment, comme on l'avait déjà vu avec Boudiambourg, des amis de Nala, qui permet de diversifier les modèles économiques, vraiment de passer le statut de célébrité, la marque, la notoriété d'un animal à l'autre. On a une copie, un Nala, la mise principale, un Luna. 120 publications par année, toujours des publications 10 mois par année, la plupart encore des photos, des vidéos, durée courte, donc on est encore dans l'époque de plutôt la photo de marque statique, quelques vidéos, mais on est encore effectivement de cette période, on pourrait encore nommer la période pré-TikTok. On a changé beaucoup plus de vidéos, etc. Qu'est-ce que Nalakat fait la plupart du temps, puisqu'il attire l'intérêt des followers en ligne? Bon, elle dort beaucoup, on ne va pas dormir, et la dame très souvent une friendly, et son geste de la dame, la friendly, soulève beaucoup de questions. Des estimations des étudiants, des espaces qu'on voit, on mentionne, ou une morphologie de l'espace plus culturel, plus riche. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre que si on mentionne où absolument toutes les fenêtres et toutes les portes sont des moustiquaires, mais pas pour éviter peut-être aussi
l'accès des moustiques à l'intérieur de la maison, mais surtout pour éviter que Nalaka sorte de la maison. C'est un chat qui est complètement confiné dans le sens littéral du terme. La maison, on pourrait dire que la maison, c'est une prison pour Nalaka, ça c'est l'hypothèse. That Little Poof, phénomène encore plus récent, il ne faut bien pas partir avec ce Little Poof, mais parce que c'est 2018. Et ça, c'est vraiment le phénomène TikTok. Là, on va voir vraiment déjà les portes TikTok beaucoup plus récents. C'est un chat qui fait beaucoup de choses. Apparemment, il a fait faire beaucoup de choses. Typiquement cuisiner, pour sont de ses activités prépondérantes. Mais le phénomène a commencé à avoir une vraie dimension à exister à partir de la pandémie, parce que son propriétaire, Lin Jan, avait un restaurant qui fermé à cause de la pandémie. Mais en tant que cuisinier, il s'était rendu compte vite que s'il mettait son chat cuisiner en ligne pour beaucoup de millions de personnes au monde qui avaient beaucoup de temps pour regarder les écrans, etc., ça, en fait, permettait à nouveau de construire un modèle économique depuis la domesticité confinée autour de l'animal. Quelques chiffres. Plus de 33 millions de followers sur TikTok en 2024. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de 36. Plus de 29 millions de followers sur YouTube. En 2024, on commence à voir aussi que Facebook a moins de présence. Facebook, c'est beaucoup moins présent que les autres réseaux sociaux. Il y a tout un éventail de réseaux sociaux. Instagram, plus de 2 millions et demi. X, 55 000. TikTok, etc. Donc, ça, c'est vraiment presque toujours les portraits. Donc, vous voyez, on a vraiment fait un parcours assez rapide depuis bout en bout. Les portraits étaient un peu neutres, l'animal, prise de bout de l'animal. Et là, par contre, c'est complètement scénographié. Donc, on voit vraiment l'animal complètement anthropomorphisé, habillé, en faisant des gestes. Il n'appartient pas à sa condition, à sa performance animale normale, avec des slogans aussi. On voit très peu la mission de la Little Poof, on ne connaît presque rien, c'est vraiment les studios où les prises de vue et les vidéos sont tournées, illustrées et mises à nu. Bon, voilà, les profils TikTok, ça ressemble à ça, donc voilà, toujours presque la même prise de vue, le même portrait, soit un close-up, soit l'American plan, non américain, son corps, mais on voit plutôt les dorsaux à la partie supérieure, donc c'est complètement l'anthropomorphisme. On voit une stratégie, le contenu est diversifié un peu par plateforme, mais on voit presque toujours la même stratégie de mise en ligne. Bon, je voulais, avant de finir, parce que ça me proche forcément, j'ai vu c'est quand j'ai montré l'image pour faire une opinion, évidemment, ça s'insère dans l'histoire des images, dans l'histoire vraiment de la mise en image, de la mise en espace des animaux dans la représentation. Le phénomène de petite influence, c'est très récent. Par contre, le phénomène de mise en image, de mise en scène de l'animal n'est pas récent. Tout ça appartient à l'archéologie et à la médiatisation de l'histoire. Le phénomène du ventriculisme traverse aussi l'histoire de l'humanité. Donc, il y a beaucoup de publications sur la pratique en Grèce, les théâtres, les ventriculogues, etc. Moi, je vous partage cette image parce que au 19e, 18e, 19e, il y avait beaucoup de théâtres, des salles de scène pour des performances de ventriculisme. Mais c'était toujours des personnes qui donnaient la voix aux marionnettes, poupées qui étaient à côté, mais qui à l'époque avaient encore une figure humaine et qui avaient une âme perçue d'une certaine distance. Nous, si on ferait par exemple une performance de ventriculisme ici dans cette salle, j'aurais besoin d'utiliser une marionnette de à minima 50 cm pour que la personne la plus proche de la porte puisse encore reconnaître les gestes. Et si je pourrais donner ma voix à la marionnette, ça soit lisible par l'ensemble du public. Évidemment, c'est un phénomène, c'est un type de spectacle qui est conçu pour l'espace physique et dont la taille de la marionnette est adaptée à la taille de l'espace. Dans le XXe siècle, on a vu par contre, grâce à l'histoire de la télévision,
des marionnettes dont la taille est complètement différente, parce que ce sont des marionnettes qui sont conçues pour être mises en lumière de format carré ou rectangulaire de la télévision, ce qui permet d'avoir un close-up, d'avoir vraiment un vrai portrait et d'avoir un effet vraiment de la construction d'une empathie médiatisée. Ça, par exemple, on voit le ventriloquiste les plus connus du XXe siècle, Charlie Lewis, avec deux de ses marionnettes les plus célèbres, Tom Chop et Charlie Horse. C'était un agneau et un cheval, et c'était un des forums de télévision les plus regardés aux États-Unis dans les années 50 et 60. Mais parmi d'autres, c'est un phénomène qui a eu vraiment un vrai essor dans l'histoire de la Terre. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, c'est très similaire à ça. Les formats de l'écran du téléphone portable nous permettent de faire ce type de portrait, de close-up. Par contre, ce qui ne se passe souvent, c'est que les personnes, les êtres vivants qui font les gestes, ne sont pas des marionnettes, ce sont des êtres vivants qui nous vivent des conditions de vie qu'ils devraient avoir des droits, mais qui par contre on utilise, on monétise, etc., sans que ça soulève aucune réflexion. Ça s'église de manière très fluide dans les réseaux sociaux. Et je voudrais vous partager simplement une petite vidéo de la dernière vidéo qui a été postée sur le profil YouTube de Dan Littleford il y a 2 ou 3 jours, pour vous donner un aperçu à quoi ça ressemble, une vidéo de Dan Littleford sur YouTube. On peut voir des vidéos de 15 minutes. Vous voyez aussi l'évolution du phénomène. On est passé de bout en bout, une petite photo sans édition, à vidéo ultra éditée de 15 minutes, avec beaucoup d'éditing. Il y a un travail colossal autour de ça, on dirait presque cinématographique. Je vous laisse juger par vous-même. Donc ça, vous pouvez le trouver, ça c'est le profil de la Littleford sur YouTube. Et attention aux glossaires les commentaires des personnes. Alors, cute. Voilà. Tout ça, voilà, comme je dis, une fois que la recherche est plus longue. Si la question est spécifique des petits influences, avec d'autres exemples et d'autres informations qui s'intéressent particulièrement, vous pouvez lire l'article que j'avais publié sur ça, c'est une plateforme de formation en ligne. L'article hier avait été écrit sur la plateforme, donc si vous voulez encore creuser la information, c'est intéressant. Je vous invite, sans secondes. Démarche publicitaire, mais je vous invite à lire l'article. Pour votre information, je ne sais pas dans la présentation de l'article est terminé avec une petite conclusion que vous lirez sur les droits à l'image des animaux. Quand vous lisez la loi internationale des animal rights, il y a quand même des figures légales et spécifiques pour les droits des animaux de compagnie. Donc, la Convention européenne, c'est la plus détaillée au monde, mais c'est une convention de 1987. C'est assez daté, qui a été ratifié par 27 États membres.
qui prenait déjà en compte de manière très tentative l'activité des spectacles, vraiment de manière très, très tentative. En vous lycée, quand je suis en loi, j'ai essayé de trouver des questions vraiment spécifiquement sur les droits des animaux par rapport à l'image, pas seulement par rapport à la question de confort, de nourriture, de droits à la vie, végétarienne, mais vraiment spécifiquement l'image. Je n'ai pas trouvé, en fait. Donc, c'est peut-être sexiste, mais c'est encore très tentatif, je pense. Et il y a eu un cas, c'est intéressant que j'ai cité dans cet article, qui était le cas des macacos, des singes en Sulawesi, en Indonésie, qui c'était un cas qui a fait un grand scandale des années 2010. Un photographe professionnel, David Slater, avait pris des prises de vue de la nature à Sulawesi en 2008 ou 2009, mais à un moment donné, il avait oublié son caméra professionnelle, son parti de l'île, et il y a un groupe de macacos qui ont compris qu'avec la caméra, on pouvait prendre des selfies. Donc, ils se sont amusés à prendre des selfies. Vous pouvez les trouver en ligne, l'article est comme ça. David Slater avait partagé ça avec quelques journaux, et ça a généré beaucoup de recettes, des droits photographiques et copyright de l'image. Par contre, PETA, l'association pour le traitement éthique des animaux, avait porté plainte en disant que les animaux avaient une vraie conscience de cette prise de vue, que les droits, les copyright des images appartenaient aux animaux. C'est un précédent historique, en fait, parce que c'est vraiment la première fois que la question se pose, c'est-à-dire que l'animal a droit à son image, en sachant que les animaux avaient conscientisé la prise de ces images. Finalement, vous pouvez le trouver en ligne si vous cherchez Naruto Monkey Case. Naruto Monkey. Naruto Sulawesi. Et finalement, à cette époque-là, dans les procès légaux, parce que la Cour américaine avait, à ce moment-là, décidé que les animaux n'ont pas le droit au copyright. Bon, je pense que dans les années prochaines, on va voir beaucoup de discussions autour de ça. Est-ce qu'on a les droits sur les humains, les droits de mettre en image contre les images des animaux ou pas et pourquoi? Est-ce que les humains ont les droits de générer un contenu autour de ça ou pas? Qu'est-ce qui se passe quand nous circulons des images des animaux sur WhatsApp, sur des plateformes, etc. Donc, je pense qu'on va commencer à avoir une vraie compréhension philosophique. Et à nouveau, tout ça se passe par des espaces. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nadia, pour cette intervention extrêmement dense. Énormément de questions. On n'aura pas le temps de toutes les aborder, donc je vous invite aussi à aller lire la recherche qui est disponible en ligne, déjà développée. Il y a beaucoup de points développés. Je vais en mentionner quelques-uns, puis je vais m'arrêter un peu plus sur d'autres. Donc évidemment, comme tu l'as montré, c'est aussi le fait de penser bien à cette question de l'architecture de contrôle, qui reprend déjà même cette notion de Bentham. Déjà en 1791, on propose dans le petit code l'architecture comme un lieu de surveillance, une société qui est basée sur la surveillance. On voit le chat dans cette maison californienne qui est surveillée, c'est repris par Foucault, donc surveiller et punir, et on la voit qui est à l'histoire. C'est intéressant parce que Bentham est l'un des premiers aussi qui développe cette question du panopticon, mais aussi le père de la question animale. L'autre aspect, c'est cette notion de produit dérivé qui est très très importante et qui montre finalement cette monétisation de l'animal par le biais finalement de sa monétisation, j'ai envie de dire anthropomorphique 2.0. Donc tu le montres bien, finalement il n'y a rien de nouveau sous le soleil, on voit cette continuité, cette survivance de schéma de la bête de scène, de la bête de monstration, ménagerie, où je pense au 18e, le rhinocéros qui court l'Europe dans une roulotte, façon payante qu'on puisse la voir, et qui s'applique à ce moment-là. Mais ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est ton rapport, la relation de l'animal, notre relation aussi à l'animal, par le biais de l'image. Ça, tu as bien montré cette préfiguration en montrant par exemple le Arnolfi de 1434,
Et ce qui est intéressant, c'est que de tout temps, on connaît dans l'histoire de l'art, dans l'histoire des images, cette personnalisation de ce qu'on appelle une figure d'admonition, l'admoniteur, c'est-à-dire dans le tableau, la personne qui vous regarde et qui crée un lien vis-à-vis du tableau, qui invite le spectateur ou le spectateur à participer à l'image, à rentrer. Vous voyez beaucoup de fois une personne qui, parmi cette foule, vous regarde et crée un lien. Ce qui est intéressant, c'est que cette personne est théorisée dans la même année, 1434, là, au sud des Alpes, Alberti, dans le traité de la peinture, en 1435, parle de cette figure d'admonition. Et tout de suite, elle est déjà, même auparavant, mais elle est aussi théorisée et, comment dire ça, matérialisée par l'animal. C'est l'animal qui vous regarde, c'est l'animal qui vous invite. Et ce qui m'intéresse là, c'est justement le rapport de l'animal et l'image. Et toi, tu développes cette notion qui finalement amène déjà chez Arnolfini, chez Agasse aussi, pour Agasse, on connaît les l'histoire, sur la question du portrait animal. Voilà, on a toute une histoire du portrait. Et la question de portrait, on présuppose une autre, c'est celle de la singularité de l'animal. Donc, c'est pas l'animal en tant qu'espèce, c'est pas l'animal dans toute sa diversité de représentants et d'instanciations, c'est un animal singulier. Là, on voit cette poussée portrait. Et donc, la question aussi de ces trois. Et moi, là, c'est ma première question, deuxième, c'est qu'on voit qu'on a une tension entre le portrait, quelqu'un qui devrait être singulier, et la réalité du fait. On a une tension par rapport à cette singularité, parce qu'elle est télévisuelle, et exactement comme on le voyait, personnage de télé, comme Rintintin, Lassie, Flipper, du dauphin, contrairement à ce que votre image d'enfance, et puis cette cuteness et volupté, vous n'êtes jamais face à un animal. Vous avez 5 à 6 animaux qui, sur plusieurs années, représentent une singularité télévisuelle. Et c'est le cas dans certains exemples, là. Certains animaux qui sont morts, ça se sent. La première, c'est que vous ne regardez pas toujours le même animal. Et vous avez aussi le Rudolf, par exemple, les furets dont tu parles dans ton article, où certains meurent, ils ont une durée de vie limitée dans ces espaces architecturaux, mais d'une part, leur image continue à passer, mais d'autre part, vous voyez, vous pensez avoir une personnalité, vous avez plusieurs animaux. C'est une question du droit d'animal de tournage, qui est développé aussi aux États-Unis. Pour éviter le stress et la fatigue, il faut en avoir plusieurs. Qu'est-ce qu'il en est là, cette tension entre singularité et pluralité de représentation d'un personnage singulier? Ça, c'est une question absolument fascinante. En fait, bon, plusieurs remarques. C'est maintenant que c'est moi qui travaille spécifiquement à discuter sur l'histoire du portrait animal, prédate évidemment la Renaissance. Par contre, ce qu'on voit à la Renaissance, c'est vraiment la mise en place de tout un système de construction des images. Très similaire à ce qu'on voit aujourd'hui. On va voir en 51 un siècle l'essor simultané de l'utilisation de la caméra oscura par des peintres, comme ça a été fait par des déformés, la production du set design pour les théâtres Olympia, les Palladio, etc., la construction d'un stage. On voit la capacité d'avoir des livres imprimés avec des images, on va savoir la circulation des livres qui ont des images. Et on va voir aussi, plus tardivement, à la fin du XVIe siècle, la création de l'institution d'extension de la mise en espace du contenu expositif, c'est-à-dire les cabinets de curiosité. Évidemment, à cette époque-là, la Renaissance construit vraiment la capacité d'exposer en relation avec les points de vue. Chaque fois dans l'histoire de l'humanité, il y a un point de vue sur une caméra, sur une humaine, il y a toujours une asymétrie de pouvoir. C'est qui regarde quoi, comment et dans quelles conditions. C'est ça qu'il faut. Évidemment, ça a été expliqué par Foucault, etc. Mais aujourd'hui, la question de l'image est absolument centrale parce que c'est la période de l'humanité. On voit les gouvernements qu'on a jamais vu. À partir du moment où on a des cabinets de curiosité, c'est-à-dire on peut mettre un espace des sujets exotiques, il appelle les cabinets de curiosité. Et lui, c'est toujours dans la partie naturelle et artificielle. Alors, il y a quand même dès le début d'une partie
qui est consacré aux spécimens du monde naturel exotique qui ont réifié. Ce sont des corps animaux qui sont mis à côté parfois des ustensiles technologiques et techniques, mais qui n'avaient pas une vie précédente. Ça, voilà, crée l'historiographie de la muséographie, ça il y a ça. Mais c'est aussi à l'origine des phénomènes du type l'histoire du musée de l'histoire naturelle, les jardins botaniques, la ménagerie. Et c'est vraiment la capacité de mettre en display en premier lieu des êtres non vivants, mais progressivement des êtres vivants. Après les cabinets de couverture, on va commencer à avoir la ménagerie royale, on va commencer à avoir les jardins botaniques, etc. C'est vraiment cette capacité moderne, typiquement occidentale à l'époque, d'amener les êtres de n'importe quel contexte climatique, géographique, etc., et de les mettre en espace. Ça a concerné pas seulement les mondes non humains, c'est-à-dire à la fin du 19e, 20e siècle, on a eu des parades des riches, des êtres humains, qui étaient perçus comme bizarres, comme des formes d'altérité, voire, selon les ressorts de l'époque, des monstruosités, qui étaient vraiment mises en display. Évidemment, ça a pris des décennies de comprendre que précisément ce qui était monstrueux, c'est de mettre en exposition. De la même manière qu'aujourd'hui, on comprend que la mise en spectacle dans des cirques, par son logique, pourrait être problématique, c'est-à-dire avec ce qu'on dit là. Aujourd'hui, on est encore dans une phase de compréhension, précisément entre cette singularité de l'animal et sa réification, la réification de son image, la monétisation de son image. Et effectivement, il y a l'intention, c'est un sujet de portrait individuel dans lequel on construit une empathie. Et le problème, c'est que cette empathie s'est construite de manière neutre et dans une horizontalité de pouvoir. Aussi, par contre, il y a une asymétrie totale qui permet de générer un système de contrôle, de surveillance, de monétisation, de totalitarisme, etc. C'est ça que cette tension soulève. Merci. Cette tension d'une singularité qui est représentée de façon plurielle et multiple. J'en viens à ma deuxième interrogation par rapport à ça. Et tu l'as bien montré, c'est le problème du droit animal. On a par exemple juste la loi sur la protection des animaux, on a l'ordonnance sur la protection des animaux, donc on a deux instances juridiques et qui malheureusement sont toujours un temps de retard. Cette protection, c'est toujours un peu comme quand on jouait le plus jeune, un gendarme ou voleur. Les voleurs ont tous plein de temps d'avance sur les gendarmes. Mais ça pose la question aussi des droits des animaux sur cette question de domestication animale. Et là, peut-être que l'American Humane Association, qui régule la question du tournage des animaux, mais là, on est dans des réalités supranationales. C'est aussi le problème. Comment légiférer cela? C'est beaucoup de questions. Au-delà de la on a aussi le rythme circadien des animaux domestiques. Et comme vous savez, les chiens sont des animaux diurnes, alors que les chats sont des animaux crépusculaires. Et même s'ils s'adaptent au rythme biologique de leur propriétaire, ils ont plutôt un temps de vie qui est décalé par rapport au nôtre. Et par rapport à ces choses-là, on voit toujours que ce sont des intérieurs aussi qui ont peu d'espace d'ouverture sur l'extérieur. Et je vois que tu travailles sur les scènes de nuit, sur la question de jour, avec une lumière artificielle. On peut aussi s'interroger sur le moment de la nuit. Justement, dans les autres tournages, on a plusieurs. Ensuite, il y a d'autres questions, dont cette question du droit de l'animal. On a essayé de légiférer sur son droit à l'image, pas de copyright. On n'a pas de droit à un copyright. C'est l'histoire même développée déjà chez Picard, qui est publié par Montaigne et d'autres. C'est l'animal, malheureusement, heureusement, je ne sais pas, est le sans langue. Celui qui n'a pas de langue, et du moment où il n'a pas de langue, il est le son non. C'est-à-dire qu'on peut le nommer, mais il ne peut pas se nommer lui-même. Il ne peut pas répondre de son nom. Et bien qu'il soit singularisé par nous, d'une certaine façon, donnons le nom. On revient même à la Genèse où Dieu le Père donne à Adam cette faculté de nommer les choses, de nommer les animaux. Il reste que son nom. Donc il ne peut pas se protéger par rapport à ça. Il n'a pas d'existence juridique. On lui retire ça et on le critique aussi dans le sens où cette existence juridique, si on la lui pose, c'est encore une forme d'anthropocentrisme. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est qu'au-delà de la question du nom, on pourrait envisager une protection juridique, voire même un droit d'image, basé sur le regard.
puisque sa relation, c'est celui qui nous regarde. La relation des natifs, il nous regarde le regarder et il nous rend. Alors, dans une société qui est basée de façon pratiquement unilatérale, extrêmement forte sur l'image, ça pourrait être une voie sur ces questions-là. J'aurais voulu qu'on avait. Ce sont beaucoup de questions. Oui, je suis désolé. Non, mais tout ça, c'est passionnant. Beaucoup d'images. Donc, j'essaie de répondre à tout. La première question par rapport au rythme circadien, je pense que c'est une très bonne question. Dans le cadre de la recherche que j'ai fait récemment sur les réseaux sociaux, ce qu'on a découvert, en fait, c'est que les réseaux sociaux construisent le rythme circadien non circadien qui sont propres à la plateforme. C'est très important. Donc, j'ai fait un point d'excursion, une direction plus large, parce que le petit en général. Quand vous voyez les comptes d'Instagram les plus suivis au monde, les comptes les plus suivis sur Twitch, les comptes les plus suivis sur Pinterest, etc., on voit vraiment une asymétrie circadienne, précisément par type de plateforme. Donc, les comptes les plus suivis sur Instagram sont typiquement diurnes. Et même pour Pinterest, vraiment les Pinterest les plus suivis, on ne voit pas les photographies nocturnes, on a un activité dans des big profils moins de 2%. Tandis que Twitch, qui à l'origine est une plateforme qui vient de la culture gamer, qui s'est beaucoup diversifiée, mais qui garde son ADN de gaming, on ne voit jamais des fenêtres et on voit toujours beaucoup de lumière artificielle, typiquement de lumière avec une palette chromatique très bleue, parce que le bleu arrête la sécrétion de mélatonine chez les humains et vous permet d'être toujours collé à l'écran. Ça, il faut comprendre que la construction du rythme circadien en ligne, c'est vraiment une construction qui est un peu médiatisée par la data. Ce qui concerne les animaux, c'est qu'en tout cas, les analyses des animaux suivis soulèvent, c'est une construction assez proche de celle d'Interest, par exemple, c'est que la condition diurne de la mise en image des animaux communique de facto de manière neutre une certaine condition d'amour aux animaux et de santé, de bien-être. Comme l'animal, un animal, le sort, le promener les jours, etc., ça crée un style de vie qui est perçu comme sain, humain, l'amour aux animaux. C'est pour ça que c'est important de comprendre aussi les glossaires de termes qui est mobilisé sur ce type de phénomène. Souvent, on mobilise beaucoup des émoticônes, beaucoup de mots du type mignon, adorable, etc. Parce que la nuit, c'est perçu pour un espace beaucoup plus différent. Donc, ce n'est pas par hasard que les animaux sont mis en image, en dépit de la rythme circadien qui est fort, en dépit de la humanité, sont mis en image de manière diurne parce que c'est un produit qui est fait pour être consommé par les humains. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est tout ça que tu disais. L'image voix. Oui, l'image voix, etc. Bon, ça revient un peu à la question un peu philosophique, un peu à l'essor, un peu des discussions sur la crise climatique, un peu plus large. On fait un peu une digression historique, on voit l'idée de développement durable par rapport à la crise climatique, avoir lieu dans les années 80, etc. C'est vraiment une question vraiment très méta qui est très éloignée du milieu de sport, une question planétaire, le changement climatique, etc. C'est des codes de la Nations Unies, etc., 1987. Mais justement, dans la même époque, on commence à voir des intellectuels qui disent en fait, on ne peut pas dissocier la science et la culture, on ne peut pas dissocier la technique et l'esthétique, etc. On commence à voir les manifestations de Donald Haraway, le Parlement des choses de Bruno, etc. Il nous parle vraiment de notre compréhension de ces jeux climatiques et particulièrement de ces jeux de représentation de l'animal. Évidemment, si on relit aujourd'hui le Parlement des choses de Bruno, comment donner une agibilité parlementaire ou non humaine, on est au centre de cette discussion. C'était écrit en 1992, dans le livre Nous n'avons jamais été modernes, mais on est encore très très loin de cette question. Mais évidemment, les discussions de la fin des années 80, début des années 90, mobilisent déjà cette question. On ne peut pas dissocier la crise climatique, pas dissocier vraiment la question des droits de l'homme et un anthropomorphisme complètement aplati. Donc, la question de traçabilité de la responsabilité, la symétrie des pouvoirs et la vraiment quel est les droits de représentation des non-humains dans les sociétés humaines. Merci beaucoup, c'est encore un vaste débat. Je vais tout de suite laisser la parole au public. Juste une remarque,
il faut prendre acte, quand vous regardez la plupart de ces vidéos, que les animaux que vous regardez sont déjà morts, déjà décédés. Ça. Et ça pose aussi une autre question, c'est le droit à l'image post-mortem, que dans l'ère aussi de l'intelligence artificielle concerne aussi les humains, l'image d'acteurs ou d'artistes qui sont déjà décédés, qui vont, très proches, ou même déjà actuellement, tourner dans du film. Donc voilà, ça c'est aussi un vaste programme juridique sur ces questions de droit à l'image, mais c'est mon plaisir maintenant d'ouvrir la discussion au public. On a un petit peu de temps. Voilà, si je permets une précision très rapidement par rapport à cette question que tu disais des lois par rapport au regard, en fait, la loi sur les droits de l'homme, très souvent, il fait une catégorisation de plusieurs écoles des lois sur cette question, les droits de l'homme, c'est les droits il y a différentes écoles de lycée, il y a une école qui dit bon voilà, il ne faut pas octroyer des droits de l'homme parce que ça renforce l'anthropomorphisme. Il y a une autre école qui dit oui, certains droits. Et ensuite, la question c'est par rapport à quel justement, là, on revient à la discussion des spécismes ou antispécisme parce que typiquement, les droits classiques, les animaux qui ont plus de compétences de cognition, qui sont intelligents, ont plus de droits. Les animaux qui ont plus de droits de l'humain historiquement, c'est avec les chiens, plus de droits. Et justement, mettre en place ce type de discours de l'animal qui regarde et pourrait peut-être en parler par rapport aux animaux qui n'ont pas cet effet de portrait, ça serait spéciste. Ça nous renverrait dans la même discussion de plus de capacités cognitives, plus de droits. Mais pourquoi? Est-ce qu'il y a des questions? C'est là, la droite. Merci, c'était très intéressant de projeter ces productions à travers des œuvres classiques de l'histoire de l'art. Est-ce que vous les considérez comme des productions artistiques? Dans les cas des bad influences? Oui. Ça, c'est une très très bonne question. Moi, en tout cas, pas. Oui, personnellement, pas. Je ne fais pas ça comme. C'est un peu proche de l'image des merchandising d'un joueur de football, par exemple, ou de l'image des merchandising dans un jeu vidéo de Kardashian. C'est plus proche de ça. Ensuite, c'est dans l'histoire de l'humanité. D'ici 100 ans, ça sera perçu comme une œuvre artistique. Évidemment, on fera des expositions. C'est un bon doute. Mais si les cadres de cette exposition prendront ça comme un contenu artistique ou sociologique, anthropologique, animal, etc., ça c'est une question du futur. Aujourd'hui, je pense que la manière qu'un portrait de Cristiano Ronaldo, un portrait normal, n'est pas pris comme voilà. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, ça serait perçu comme ça dans la séquence artistique. Je ne suis pas historien, je ne suis pas artiste, donc je ne peux pas donner un avis professionnel par rapport. Alors, Henri. Un artefact, certainement. Après, sur la question définitive de l'horloge, je ne sais pas ce que tu as vu. Et parfois, certaines de ces plateformes proposent un peu d'ordre d'esthétisation. Parce que, par exemple, on voit Grumpy Cat, il a sa statue de cire, pour Madame Tussaud, par exemple. Alors là, on a déjà une sorte de muséification de sa personne. Il rentre dans le monde de l'art. On n'est pas dans un musée d'art à proprement parler, mais on est quand même dans une instance mémorielle de haut fait qui lui permet d'avoir un simulacre de cire que des touristes vont voir. Donc, le tourisme de masse va voir le Louvre ou bien va voir la National Gallery, puis après va au Tussaud. Donc là, on a déjà peut-être par rapport à cette figure un processus d'esthétisation qui l'approche pratiquement d'une œuvre d'art. Et on peut aussi s'interroger, l'artefact est humain, mais est-ce que ces animaux, ce sont des stars? Donc c'est des processus de saphification, mais est-ce que ce sont peut-être aussi des artistes eux-mêmes, projetés comme tels? Donc à mon avis, c'est plus ambigu que tu proposes. Mais est-ce que toi, tu vois, par exemple, un effort? Parce que ce qui est intéressant, c'est que beaucoup se sont développés pour la pandémie. Dans cette domestication, c'est un sens privé qui faisait que les humains aussi devaient rester dans ces intérieurs. Alors, ils ont commencé à développer, filmer ces intérieurs et à mettre en jeu leurs marionnettes vivantes d'une certaine façon, parce que c'est beaucoup plus cute que moi en train de rater ma daube, de rater mon cake. Par exemple, c'est mon animal qui le fait. Il y avait cette projection, c'est cette notion du Covid. Alors, est-ce que tu as des exemples d'esthétisation? Moi, je pensais à Grumpy Cat avec Tussaud, il y en a peut-être d'autres.
à nouveau, c'est vraiment une question très très précise. Ouais. Le sujet déjà c'est niche, mais ça c'est. Par contre, je pense que la question qui m'intéresse plus, c'est la conscience de l'animal par rapport à l'upala, dans sens général. C'est un peu d'inverser un peu là. Qui considère quoi comme une upala? Ça, par contre, c'est pas transparent. Je suis sûr que d'ici quelques années, les selfies, les autoportraits des macaques, mais si ça va peut-être comme l'upala à part entière. Et là, il y avait une vraie conscience, une vraie volonté de faire un portrait. Et ça, comme sujet, c'est passionnant. On voit un animal. Aujourd'hui, on voit des phénomènes, justement, il y a un cette idée en train de préparer potentiellement une institution pour 2026 sur Dog TV. Ce sont des chaînes de télévision pour les chiens qui conscientisent que le contenu se consomme en ligne et qui sont regardés à l'écran. Moi, ce qui m'intéresse de comprendre, ça c'est aussi une question pour les éthologues, les biologues, à quel point l'animal comprend la singularité de certains artefacts comme potentiellement des ouvres singulières, voire des ouvres. Je serais bien embêté de répondre, par exemple. Avec ce sourire, cette mise en scène. Alors, on ne sait pas si on est dans un processus cognitif de rire ou de sourire ou de compréhension, c'était tout l'enjeu. Ça a été débattu, puis finalement, pas de copyright pour Naruto, mais ça a été débattu en termes juridiques. Hein. C'était en 2014, depuis des années. Là, l'exposition d'autoportraits, pourquoi pas. Et puis, il y en a plusieurs, en l'occurrence, et puis d'autres. Donc, il y a un aspect ludique, il y a le jeu aussi dans ce processus. S'amuser, pareil. Est-ce qu'il y a... Ouais. Il y a déjà une question ici. On est bien parler. Bonjour, merci pour cette présentation très intéressante avec beaucoup d'aspects. J'avais juste une question sur la géographie du phénomène, d'un point de vue de pet influencer et aussi du PIP. C'est quelque chose qui arrive en Suisse, est-ce qu'on a des pet influencers suisses ou européennes? Et ensuite, j'avais une observation par rapport aux aspects légaux de protection de l'animal. Donc, vous avez dit que la loi, elle n'est pas bien faite actuellement, elle est un peu en retard, etc. Mais en fait, je pense que là, il y a un point qui est très important. Nous, on a discuté de la loi, on considérait qu'il s'agit d'un animal domestique qui est utilisé dans un foyer privé. Alors, si on change de perspective et on considère que ce n'est pas un animal utilisé dans un foyer privé, mais c'est un animal exposé au public, alors là, on rentre déjà dans un cadre qui est bien réglementé en Suisse, en tout cas, mais en Europe aussi, dans lequel on a des lois, on a des règlements qui disent qu'un animal ne peut pas être exposé. Pensez à une foire, il faut des autorisations, il y a des procédures qui sont mises en place. Donc la question serait de savoir si ces animaux sont vraiment des animaux domestiques dans un foyer privé ou plutôt des animaux de rente utilisés pour des manifestations publiques. Voilà, c'était juste une observation. La question qui m'intéressait le plus, c'était vraiment la géographie du phénomène. Je n'ai pas dit que la loi a été mal faite. Non, la loi fait ce qu'elle peut, c'est-à-dire qu'on est dans un espace qui va très vite. Parfois, il y a des législations qui manquent, comme vous dites là, ce dont vous parlez, c'est la question de la domesticité. C'est du pet. On n'est pas dans un animal de foire ou dans un animal de cirque, même si la limite est très ténue, mais il faudrait pouvoir l'argumenter de façon aussi légale. Mais je te laisse. Par rapport à la géographie, la réponse à cette question passe encore. Nous, les étudiants, on a regardé ce qu'on estimait être le plus suivi au monde. Et on n'a pas creusé des phénomènes en Suisse, plus précisément. Ce qu'on observe, et c'est très habituel dans le phénomène social, observe qu'il y a une géographie précise de chaque phénomène au niveau mondial. Donc, typiquement, pour Internet, ce n'est pas un territoire horizontal, de la même manière que la Terre. Donc, on voit des animaux qui sont plus suivis dans certaines géographies, on voit en présence aussi des animaux de compagnie dans certains types plus récents dans un continent que dans un autre. Par exemple, les oiseaux sont très privilégiés en Asie, par exemple, les pourets, etc. La plupart des animaux qu'on a vus dans la totalité sont aux États-Unis, mais ça rayonne international. Mais ensuite, les types d'animaux domestiques qui sont traités par les propriétaires romains changent d'un pays à l'autre. Évidemment, les grandes stars, historiquement, sont les chiens et les chats. Sociétales et logiques qu'on connaît des jours. Mais aujourd'hui, on
On est passé sur tous les dispositifs techniques qu'on peut trouver en ligne, Amazon, eBay, Alibaba, etc., pour équiper la maison par type d'animal. Donc, voilà, tout par des plans sur les voilà. Mais comment la maison est transformée dans un dispositif technologique de contrôle, de nourriture, d'exercice, etc., des animaux. Et là, effectivement, aussi par rapport à ça, on voit aussi une géographie des produits qui inclut, c'est pas les deux grandes géographies de ces phénomènes, en tout cas, l'Amérique, voire l'Europe de manière collatérale et l'Asie. Ça, par contre, c'est assez riche. Il y avait encore une question. Vous avez madame a une question. Je ne sais pas trop comment la formuler. Et, le phénomène des animaux, est-ce que les images du coup sont de droit public? Parce que comme on avait vu que le Shiba qui est devenu Doge, que certains ont utilisé pour en faire de la monnaie, est-ce que l'image est du photographe, de la personne propriétaire de l'animal, ou de l'animal en soi, ou de directement? Oui, bon, moi je parlais plutôt depuis que l'architecture intérieure. Pour loin, c'est une question très précise des droits de copyright et de par rapport aux animaux, on l'a vu avec les cas d'énergie. Jusqu'à aujourd'hui, l'animal n'a pas de droit de copyright. C'est très simple, mais voilà, c'est un peu l'état actuel. Ensuite, par rapport au copyright humain, c'est prise de vous. Ça, j'imagine que c'est aussi complexe. Copyright. On parlait des images de copyright. On a des cas et des cas assez diversifiés. Pour parler depuis ma perspective de l'architecture, par exemple l'exemple de Barragan, qui est un architecte du siècle, quelqu'une personne qui prend une photo d'un bâtiment de Barragan doit passer par la Fondation Barragan qui est associée à Vitra, qui se trouve ici en Suisse, pour demander une autorisation pour pouvoir utiliser cette image en ligne. Si vous passez par erreur de savoir devant un bâtiment de Barragan, vous prenez une photo, vous la mettez sur vous pourriez vous faire amener à la Fondation Barragan qui détient le copyright de toutes les images. C'est un cas très difficile parce que vous prenez une photo d'un bâtiment de Le Corbusier, la Fondation Le Corbusier ne va pas vous appeler ou vous demander. J'imagine qu'avec le cas des animaux, c'est un peu le même cadre légal qui m'échappe parce que je ne suis pas un expert. On est à ce sujet en discussion avec un ami commun qui est un avocat, qui s'occupe aussi des questions numériques, beaucoup. Mais donc, je ne peux pas du tout non plus parler depuis la paroisse en tant qu'historien d'art, mais je peux voir, ce qu'on a pu voir avec Guillaume Naruto, c'est que ça semble parfois être un peu objet de litigation. Ce n'est pas clair, cas par cas, réellement. Mais c'est quelque chose qui risque d'émerger, ne serait-ce même que par le côté du moment où toutes ces questions de droit d'auteur numérique interrogent sur une grande palette. Pour ne pas répondre à votre question. Par rapport au développement ciel, est-ce que finalement c'est images, ça, et à ce moment-là, ça fonctionne. Ça va se passer. Ça, c'est très pertinent. Mais je vous donne mon avis, mon connaissance. Je pense que spécifiquement par rapport à l'intelligence artificielle, ce qu'on parle aujourd'hui, c'est qu'encore les images, les textes, etc., qui sont produits avec des données qui nourrissent l'intelligence artificielle, encore aujourd'hui, des données de bonne qualité. Des données qui sont des données des années 80, des années par des humains, déclarées par des humains avec des essais, mais qui étaient à l'origine parfois aussi analogiques. Ça veut dire qu'il y a une base de données de qualité. La plupart des cas, il y a des spams. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que puisque l'intelligence artificielle commence à prendre un essor, un volume, un essor de l'unité, les données produites déclinées vont bientôt accéder des données classiques de bonne qualité. Les experts estiment qu'en 2027,
la plupart des données en ligne nourrissent l'artificielle ont déjà été produites par l'intelligence artificielle. Les données classiques seront résiduelles par rapport à ça. On parle de la nature de 80%. À ce moment-là, la vraie question, c'est comment discerner les contenus qualitatifs d'un contenu de mauvaise qualité, comment discerner ce qu'on appelait historiquement la réalité matérielle, la réalité fictive, mais qui donne l'impression à l'image de réel. Mais ça traverse la question animale, mais aussi la question humaine, la question de l'image de l'espace, la question des tout, en fait. Et par rapport à ça, ce qui va se passer, c'est qu'on est dans une phase certaines inconnues, je dirais. Par contre, je pense qu'il y a certaines questions de pédagogie, d'examen, des lois, des choses comme ça. Dans certains cas assez importants, on va revenir à une logique pratiquement de laborat grec, et que pour vraiment faire confiance à certaines personnes de faire un examen présentiel, etc., par exemple, un modèle de parler à l'oral, de dire je fais confiance à ce que tu me racontes, parce que je vais te serrer la main, je vais te voir, et d'autres questions, on sera etc. Mais je pense qu'on va voir des choses assez passionnantes dans les bouches, mais les discussions sont assez ouvertes d'un point de vue économique. Dans l'histoire des médias, quand on voit vraiment l'histoire des médias, c'est des médiums dans l'histoire de l'art, dans l'histoire de la représentation, etc. C'est très bizarre qu'un médium disparaît à part entière, qu'un phénomène disparaît à part entière. Ça, de la manière que le cinéma n'a pas remplacé le théâtre, voilà, aujourd'hui les jeux vidéo ne remplacent pas les sociétés classiques, etc. Je ne pense pas que les phénomènes vont disparaître, de manière que la notoriété ou les CD vont disparaître. Je pense que ça va s'articuler avec des images qui seront problématiques. Je pense qu'on sera plutôt dans une logique d'articulation et de mélange, mais pas nécessairement de remplacement. Ça, c'est mon idée. Merci beaucoup. Merci. Attention, merci. Merci. Merci.